Donc, nous allons commencer tout de suite avec M. Duhem. Merci beaucoup. La question qui est posée, c'est celle du crédit comme culture. Et la question qui est posée, c'est essayer de comprendre comment est-ce que le crédit, comment est-ce que l'utilisation du crédit et l'endettement graduellement dans nos sociétés fait partie non seulement de nos pratiques, mais aussi de nos manières de penser, de nos valeurs. Évidemment, l'histoire du crédit est liée à l'histoire de la société de consommation. Et raconter cette histoire-là en 30 minutes, il y en a des plus faciles. Je vais essayer, enfin en 30 minutes, c'était supposé être 30 minutes. Ça va être en 20 minutes. Il y en a des plus faciles, mais en tout cas, je vais essayer quand même. Je vais tenter d'abord de montrer un certain nombre de fondements qui a conduit nos sociétés à ce que la consommation devienne la base de l'économie, le moteur de l'économie. Et je vais essayer de montrer ensuite comment est-ce que, à son tour, le crédit est devenu le moteur de la consommation. Il y a un moment charnière, pour faire une histoire rapide, qui est la Deuxième Guerre mondiale. On a l'avant et on a l'après. Avant la Deuxième Guerre mondiale, on a assisté pendant plusieurs décennies à l'organisation scientifique du travail appliquée à la production. On a donc fait, pour ainsi dire, exploser les capacités productives de cette manière-là, en enlevant les tournements artisanaux, en enlevant l'improvisation et en modifiant ça pour l'uniformisation et la production de masse. Après-guerre, on a commencé à appliquer l'organisation scientifique du travail à la consommation. Après-guerre, alors que durant toute cette période-là, l'industrie lourde, mais aussi toute l'industrie, était tournée vers la production de guerre. Durant les années qui ont suivi, on a assisté à une réindustrialisation de nos sociétés, de l'Amérique en tout cas. On est passé d'une période de pénurie à une période d'euphorie, à une période d'épargne forcée, parce qu'il y avait des pénuries en particulier, des rationnements, à une période de dépenses effrénées. On est passé d'une situation où l'histoire quotidienne était marquée par la mortalité, sinon réelle, du moins possible, à une société où la fécondité devenait quotidienne, elle. Et on a graduellement appliqué à l'éclosion, à la généralisation de la consommation, les techniques liées à la production industrielle. En particulier, on a spécialisé des branches de la connaissance pour que la production industrielle puisse s'écouler. Et non seulement on a fait ça, mais en plus, on a commencé à définir la production industrielle, au moins en partie, en fonction du marché des consommateurs. On a donc adapté, perfectionné, généralisé les techniques du marketing, le marchandisage, le placement de produits, la manière de disposer les produits, de les présenter, et ainsi de suite. Et pendant qu'on fait ça dans l'univers matériel, dans l'univers de l'organisation économique, dans l'univers des valeurs, il se produit d'importantes transformations. Je vous en donne des illustrations, parce qu'on ne peut pas expliquer tout ça. On est passé, par exemple, du statut de femme forte au foyer, économe, au statut de reine du foyer, qui s'économise, qui économise sa peine. On est passé d'un statut de l'homme pourvoyeur, travaillant, courageux, et ainsi de suite, à l'homme, enfin, au roi du foyer qui gâte la reine du foyer. Il y a donc, à partir de cette période, évidemment plus ou moins datée, avec des décalages dans le temps selon les endroits, selon les pays, selon les régions, et évidemment selon les classes sociales, on est passé donc à une société dont le fondement principal n'était plus la production industrielle, mais la consommation de masse. Et peu à peu, le crédit, dans les années qui ont suivi, est devenu lui-même le fondement de la consommation de masse. Comment ça se peut?
Ça se produit en vertu de 3 ou 4 processus où, grosso modo, on passe de la crainte du crédit, de la crainte de l'endettement, à sa banalisation. On va passer au cours du 20e siècle d'une société où les interdits de la morale catholique comprenaient parmi eux la condamnation de l'endettement, la consommation du prêt sur intérêt, où voisinaient dans les flammes de l'enfer les usuriers et les coupables d'homicide, par exemple. Sans compter le fait que les interdits catholiques mettaient en opposition les vertueux Canadiens-Français, dans le cas de notre coin du pays, aux anglophones qui, eux, avaient une morale différente. On passe par un processus où on fait une régulation de la morale par l'accès au crédit, au libre arbitre généralisé. Pendant très longtemps, l'accès au crédit est réservé à ce qui est moralement acceptable. Et on va valoriser exclusivement, et même autoriser, du moins à la surface des choses, les crédits productifs. On peut autoriser quelqu'un, on peut prêter de l'argent à quelqu'un pour s'acheter des moyens de production, mais pas pour s'acheter des biens de consommation. On va élargir graduellement le concept à l'idée de la maison domestique, et qui est concomitant avec l'explosion, l'étalement des banlieues, et ainsi de suite. Et peu à peu, donc, cette morale-là va s'effriter en même temps que la morale dont j'ai parlé tout à l'heure, et on va graduellement détacher l'emprunt du motif de l'emprunt. On va donc laisser au libre arbitre de l'individu, à sa morale personnelle, à son individualisme, la décision d'emprunter. On va passer d'une situation où on a des pratiques souterraines répandues, dans des proportions que même les historiens les plus chevronnés ont de la difficulté à chiffrer, à des pratiques au grand jour. Ça se fait en 2 étapes au Québec, en tout cas en 2 étapes qui sont charnières, elles aussi. Un rapport commandé par le mouvement Desjardins à la fin des années 50 et un débat qui a lieu également dans le mouvement Desjardins au cœur des années 70. À la fin des années 50, au mouvement Desjardins, on demande à des chercheurs de faire une étude sur les habitudes des salariés, sur les budgets des salariés, sur les dépenses des salariés. Et on apprend aux surprises que les salariés, malgré la morale qui est encore dominante, qui est encore ambiante, qui est encore véhiculée, et comme on le sait, la morale est souvent en décalage avec les pratiques, donc malgré cette morale-là, les familles salariées empruntent. Ce qui est encore pire, c'est qu'elles n'empruntent pas au sein du mouvement Desjardins, et évidemment, ce qui est la dernière des difficultés, elles a recours très souvent au marché souterrain. Et c'est à partir de ce moment que le mouvement Desjardins va se dire, si tout le monde emprunte de toute façon et qu'on va emprunter dans les banques anglaises, on est aussi bien de leur donner des bonnes conditions qu'ils viennent emprunter chez nous. Le deuxième grand mouvement, c'est les années 70. Il existe depuis quelques décennies, à peine 2 décennies, des cartes de crédit qui sont réservées à la classe supérieure, mais qui se répandent et qui, de plus en plus, prennent de place, prennent de popularité, prennent d'ampleur. Et il s'agit d'un secteur très important de développement du capital financier. Et alors, le mouvement Desjardins se dit, oui, mais si la Banque de Montréal en a, si la Banque Royale en a, et ainsi de suite, pourquoi nous, on n'en aurait pas? Il y a un débat qui se produit, avec pleurs et grincements de dents, et finalement, on arrive à l'évidence qu'on n'a pas le choix que d'embarquer dans ce train-là. Et donc, à partir de ce moment-là, toutes les entraves morales, toutes les entraves pratiques sont levées pour que le crédit graduellement devienne général.
Et par conséquent, on passe de pratiques exceptionnelles, du moins à la surface des choses, à des pratiques généralisées. Mais la popularité du crédit ne s'explique pas que par ces transformations. Il y en a d'autres. Et une de ces transformations les plus importantes, c'est que, alors que jusqu'à ce moment-là, les produits de consommation eux-mêmes étaient les biens au sujet desquels toute une industrie, une batterie de spécialistes s'attelait pour en faire la promotion, la mise en marché. On assiste, à partir de cette époque, qui est plus ou moins concordante, concomitante avec la généralisation des cartes de crédit, à la transformation du statut du crédit, non seulement de ce statut de support à la consommation, à produit de consommation, comme n'importe quel autre produit de consommation. Le joyau de l'industrie, c'est évidemment la carte de crédit. Et alors, la carte de crédit, je le donne comme exemple, mais on pourrait regarder tous les autres véhicules de crédit. La carte de crédit, c'est un exemple important. Alors, ce qui s'est passé avec la carte de crédit et comment est-ce qu'on peut comprendre sa généralisation aujourd'hui, absolument fulgurante et auquel à peu près personne n'échappe, c'est qu'elle a fait l'objet d'une marchandisation, exactement comme une livre de beurre ou comme une Volkswagen. Et quand on fait de la mise en marché comme celle-là, quand on fait de la publicité sur le crédit, il faut qu'on donne des attributs au produit. Alors, on a donné des attributs au produit. Et grosso modo, les attributs des cartes de crédit et de plusieurs véhicules de crédit, mais la carte de crédit, c'est vraiment le prototype. Les attributs sont les suivants. On a donné à la carte de crédit une espèce de croyance mystique qu'elle pouvait nous faire accéder à la liberté. Parce que la carte de crédit, en la possédant, nous permet non seulement de pouvoir consommer sans se justifier du motif de consommation, mais encore de le faire par son seul libre arbitre, sans que personne sache même la somme qu'on va attribuer à ces choses qu'on valorise. C'est aussi une mystique du pouvoir, parce que la carte de crédit, contrairement à d'autres véhicules de crédit ou modalités d'emprunt, la carte de crédit peut donner l'illusion d'un accès illimité, d'un pouvoir d'achat désormais illimité. Et il n'est pas rare que lorsqu'on possède une première carte de crédit, on a beau commencer à 500$, il n'est pas rare de recevoir, lorsqu'on est juste sur le seuil de cette marge, de recevoir des invitations pour augmenter notre marge. C'est aussi une mystique de la sécurité, parce que la carte de crédit nous permet de se débarrasser de la contrainte d'avoir des espèces sonnantes. Et c'est aussi une mystique du statut atteignable, parce que la carte de crédit permet de se détacher, au moins symboliquement, dans nos consommations, du statut donné d'avance. La carte de crédit, c'est une espèce, on pourrait faire l'analogie de la carte de crédit. La carte de crédit est à la consommation ce que le passeport est à la nationalité, par exemple. L'industrie du crédit, dont la carte n'est qu'un exemple, fonctionne en réalité dans ses résultats comme une forme de contrôle social. On sait qu'il y a à peu près la moitié, peut-être un peu moins. Je n'ai pas vu les statistiques très récentes. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. De toute façon, ça fait partie de mes conclusions. C'est invisible, le crédit et l'endettement. On sait qu'il y a à peu près 40%, 50% des soldes de cartes de crédit, les grandes cartes de crédit, là, qui sont impayés après 30 jours. On sait qu'il y a... Enfin, je ne multiplierai pas les chiffres, je suis sûr que mes collègues en auront d'autres, mais l'idée est qu'on arrive avec des difficultés réelles pour une grande partie de la population utilisateur du crédit, une partie qui est endettée et une partie qui est surendettée. 30% des gens disent ne pas être capables de gérer leur dette à cause de l'accumulation. Et il y en a 60% qui disent ne pas être capables de réaliser leurs objectifs financiers à cause de leur endettement. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Évidemment, pour les économistes orthodoxes, c'est pas grave.
Parce qu'au moment où on affronte une crise, il suffit de se départir d'actifs, quand on en a. La deuxième voiture, vendre sa maison, c'est pas grave, c'est des courbes. Mais en réalité, ce que ça donne, c'est d'un côté une forme de contrôle social parce qu'on va rappeler à l'individu son statut, celui d'où il vient, et on va le ramener à sa classe d'origine, au statut donné, plutôt qu'à celui auquel il voulait aspirer. Et ensuite, ce que ça donne, c'est de la souffrance humaine. Mais ça, on n'en entend pas parler. Ce qui cause ces difficultés, si je le prends dans son image globale, c'est un immense déséquilibre entre une industrie qui dépense des milliards de dollars en publicité pour vendre du crédit, sans parler de l'industrie de la publicité qui veut vendre la consommation qui vient avec. Et de l'autre côté, les consommateurs qui sont aux prises avec des désirs de satisfaction, avec des désirs de consommation compensatoire, avec une pression sociale à l'achat, avec de la méconnaissance, avec de l'ignorance, sans parler des malchances et des coups durs de la vie. Ce que ça donne, c'est qu'au milieu, on a l'État, qui, ça je suis certain qu'Éric va en parler, au milieu, on a l'État, dont la principale politique qui concerne l'endettement, c'est de favoriser le libre marché. Alors, on peut bien adopter des programmes de petite envergure pour mettre un diachylon en faisant des cours d'éducation pilotés par l'Autorité des marchés financiers. Il reste que l'endettement lui-même, comme phénomène social, est quelque chose qui est invisible dans le discours public. Maintenant, on ne parle plus de ça, là. On n'en a jamais parlé, d'ailleurs. On parle de littératie. Il est invisible dans la statistique. Je ne sais pas si vous êtes plus chanceux que moi, mais moi, j'ai essayé, quand j'ai écrit ce livre-là, de trouver des statistiques sur l'endettement et le surendettement. On trouve des morceaux, on trouve des approximations, on trouve des indices qui sont tous imparfaits. Aujourd'hui, on trouve beaucoup plus rapidement d'informations sur l'Internet, mais taux de surendettement, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui est invisible. La conclusion des travaux que j'ai faits, c'est justement ça. C'est que le crédit est si bien implanté qu'il est devenu quelque chose qui est invisible, et le problème qu'il entraîne, la souffrance qu'il entraîne, est quelque chose qui est devenu, qui est resté dans l'univers privé, dans l'univers invisible. Merci. Alors, merci beaucoup, M. Duhem. Nous allons passer à notre deuxième conférencier, M. Pinault. Merci beaucoup. C'était extrêmement inspirant. Alors, moi, je vais prendre le problème à l'autre bout. Alors, je vais partir de, non pas l'endetté, mais l'endetteur. Je vais vous parler de la logique de l'endetteur, parce que si, effectivement, du point de vue, je dirais, de celui qui consomme l'endettement, c'est quelque chose de très invisible, tout le travail du point de vue de l'endetteur, c'est-à-dire donc des pourvoyeurs de crédit, c'est de rendre visible et de le rendre visible à la fois pour augmenter le volume de dette et le rendre visible aussi pour pouvoir vendre des paquets de dettes sous la forme de titres, mécanisme qu'on reconnaît comme étant au cœur de la crise de 2008-2007. Et je dirais comme point de départ de la discussion, c'est de constater que à la fois le volume de crédit à la consommation et des crédits hypothécaires au Canada n'a pas cessé d'augmenter depuis 2008, premièrement. Et deuxièmement, le volume de titres qui sont adossés à ces actifs, donc des soldes de cartes de crédit, des hypothèques, des prêts automobiles, continue. Non pas augmenté, mais le volume reste stable depuis la crise de 2008, change de forme, mais reste stable. Et donc, je vais vous parler de la finance de masse, parce qu'effectivement, comme Gérard l'a dit, si dans le capitalisme avancé, depuis un siècle, on a vu l'émergence de la production de masse et après de la consommation de masse, on a aussi vu l'émergence de la finance de masse, et ce, depuis les racines de la finance de masse remontent aux années 20, aux années 30. Et la finance de masse, c'est autant ce qu'on vient d'entendre à propos du crédit que de l'autre côté, ce qu'on pourrait entendre à propos du placement.
on a arrimé à la condition salariale, arrimé à la salarialisation de la société, vu l'émergence d'un épargne pris en charge par les grandes institutions financières qui représente à peu près les mêmes caractéristiques que le crédit de masse. La même idée que c'est quelque chose qui relève d'une organisation systématique. La même idée que ça relève d'un processus de standardisation, que c'est pris en charge par des mécanismes de ponction automatisés, qu'il y a toute une dimension de communication, de marketing qui renvoie à l'industrie du REER, l'industrie du placement de masse. Et donc, en fait, nos institutions financières, nos grandes banques et notre mouvement Desjardins qui en fait partie, se sont spécialisés, à mesure qu'on avance dans le 20e siècle, dans la massification autant de la relation d'épargne que la relation d'endettement. Et c'est assez curieux parce que, du point de vue justement de ce mouvement de la littératie financière, ou même du point de vue de la comptabilité nationale, quand on calcule le taux d'épargne net des ménages, on dit, bien, on va prendre le passif, puis on va prendre l'actif, puis on va regarder ce qui reste. Puis là, on arrive avec des taux d'épargne positifs ou négatifs, tout dépendant des périodes quand on regarde le long 20e siècle. Or, si on prend un pas en arrière, puis on regarde ça, je dirais, avec un peu de recul, ce qu'on constate, c'est que les ménages salariés, d'un côté, consomment des REER et de l'autre côté, consomment dans l'endettement. Et si on voulait faire un cours d'anti-littératie financière, bien, ça serait très simple. Ce qu'on dirait aux ménages, c'est, écoutez, liquidez vos REER puis remboursez vos cartes de crédit. Puis c'est le meilleur placement que vous pourriez faire dans la vie parce que vous allez prendre du moins 19 puis vous allez le rembourser avec du plus moins 1. Bon, moi, je dis plus moins 1 de ces temps-ci parce que vous faites quoi? Vous faites du 5 vous enlevez l'inflation, vous êtes à 3, vous enlevez les frais de gestion, vous êtes à 2. Il vous reste 1 de rendement. Prenez ça, remboursez votre carte de crédit qui est à 19 ou à 21 puis vous venez de faire le placement du siècle. Mais là, l'impôt va passer. L'impôt va passer, mais bon. Alors, tout ça pour vous dire que le salarié et son revenu, son salaire, fait vivre des flux financiers paradoxaux qui sont d'un côté des flux financiers rattachés à son endettement et de l'autre côté des flux financiers rattachés à la capture de son épargne qui est gérée, qui fait l'objet d'une gestion et d'une ponction grâce à cette gestion. Et les deux flux se ramassent dans la même sphère, qui est cette sphère financière hypertrophiée, qui s'appelle l'oligopole des grandes banques, les 5 grandes banques avec notre mouvement Desjardins, qui serait la 6e si on fait comme si la Banque Laurentienne n'existait pas. Et donc, cette sphère financière, finalement, a réussi à ponctionner le salarié et le salaire des deux bouts. Alors, la titrisation, elle amène, puis c'est là où je veux aller, elle amène, je dirais, une image supplémentaire. C'est que la titrisation, c'est la capacité de prendre le revenu garanti ou semi-garanti qui vient de tout ce surendettement et de le vendre à des investisseurs. Alors, ces investisseurs qui vont eux-mêmes prendre ces flux et les mettre en paquets, dans des beaux petits paquets qu'on va appeler des fonds. Et ces fonds, après, qui vont faire l'objet de vente à d'autres investisseurs qui sont souvent d'autres fonds. Et finalement, on arrive avec l'image un peu je dirais, surprenante d'un salarié qui, finalement, remplit son fonds de pension par les paiements qu'il fait sur sa carte de crédit parce qu'il se retrouve à se brancher sur lui-même. Et c'est pas quelque chose de paradoxal. J'ai vérifié, ma caisse de retraite, effectivement, a dans son portefeuille des créances titrisées qui renvoient des hypothèques québécois. Et donc, je participe à ma propre... Parce que les hypothèques des Desjardins sont titrisées et vendues à Londres, et mon régime de retraite a des placements dans les fonds monétaires à Londres, et donc, manifestement, je suis en train de payer ma retraite avec mes flux hypothécaires, ce qui est tout à fait merveilleux. Alors, je veux parler de cette nébuleuse. Quand je parle de finances de masse, je parle donc de cette nébuleuse. On va essayer de la décortiquer avec des outils sociologiques. On va emprunter à certains auteurs classiques, à Zimmel, à Marx, à Keynes, quelques idées assez simples pour essayer de comprendre cet univers assez surprenant. Je vais commencer un peu par parler de c'est quoi, parce Gérard nous a donné quelques propriétés sociales de la finance et je veux peut-être ramener ça à 2 propriétés socio-économiques. Qui seraient constitutives à la fois des relations financières et des instruments financiers. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que derrière la relation financière, derrière l'instrument financier, il y a un acteur pour lequel ces instruments et ces relations sont un actif. Vous savez, votre solde de carte de crédit, je vais être cru là, notre surendettement,
Notre surendettement, c'est l'actif des banques canadiennes. Hein, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Derrière notre dette, il y a un actif qui est dans un livre de compte de quelqu'un. Eh bien, c'est nos banques, c'est notre mouvement Desjardins. Alors, notre endettement, c'est un actif. C'est quoi les propriétés des actifs financiers? Eh bien, si on remonte à la tradition hétérodoxe, soit aller chez Keynes, aller chez Zimmel, aller chez Freud, à la limite, aller chez Marx, deux propriétés fondamentales d'un actif financier. L'actif financier comme forme de capital se démarque du capital industriel à travers la propriété de l'indétermination et de la réversibilité. Le problème de la communauté financière, c'est qu'elle cherche à en fait, c'est pas juste son problème, mais c'est là d'où elle tient son pouvoir. Elle cherche à prendre des actifs économiques, des relations économiques qui ne sont pas liquides. Et elle cherche à les rendre liquides. C'est comme ça qu'elle tire son pouvoir. Elle cherche donc à prendre des choses qui ne sont pas indéterminées, qui ne sont pas réversibles, qui sont irréversibles, et à les rendre indéterminées, irréversibles. Et c'est au cœur de cette chose qu'on appelle la financiarisation du capitalisme, ce sur quoi on travaille au CAFCA, le groupe dans lequel je suis. Et donc, ce qu'on appelle l'innovation financière, qui est pour moi un oxymoron, mais total, mais ce qu'on appelle l'innovation financière, c'est-à-dire comment on va trouver une méthode pour vous endetter plus, parce que notre marché, c'est votre endettement, eh bien, l'innovation financière, c'est de rendre liquide ce qui ne l'est pas. Ça serait, je crois, le slogan le vrai slogan de la finance, hein, c'est pas « votre argent travaille pour vous », non. C'est « on va rendre liquide ce qui ne l'est pas ». Alors, rendre liquide ce qui ne l'est pas, c'est ce que nous, on appelle au CAFCA la massification financière. Ça peut se faire du côté du placement, ça peut se faire du côté de l'endettement. Je vais parler un peu comment ça se fait du côté de l'endettement. Parce que les deux formes qu'on retrouve, c'est du côté du placement, ça donne le fonds. Le fonds, c'est le voile organisationnel qui permet de rendre liquide un épargne et de le lancer dans la sphère globalisée de la finance, sans le dire à la personne que vous faites ça, à part de vous dire que votre argent travaille très fort, puis elle travaille à Bangkok, puis elle travaille à Londres, puis elle travaille en Abitibi, puis vous dites « Ah oui, mais c'est drôle, elle travaille, mais ça me donne 1% de rendement. » Mais bon, il paraît que ça travaille fort. Donc, ça, c'est le fond. De l'autre côté, rattachant l'endettement, donc l'autre, hein, vous voyez ça comme le pauvre petit salarié qui est ici, il y a deux sangsues, il y a la sangsue du placement, il y a la sangsue de l'endettement. Eh bien, la sangsue de l'endettement, c'est par ce qu'on appelle la titrisation. La titrisation, c'est une technique, une innovation financière qui a permis, c'est un grand problème pour la finance. Depuis le 17e siècle, on a été capable de rendre liquides les dettes des États. Ça s'appelait des obligations. Puis on était capable de rendre liquides les dettes des entreprises, c'était les actions, puis éventuellement les obligations aussi. Mais les ménages, on n'était pas capable de rendre liquides leurs dettes. Les ménages avaient ce problème que c'était les seuls acteurs de l'économie capitaliste qui ne pouvaient pas vendre leurs dettes dans le marché. C'était les seuls, il n'y avait pas ce privilège. Un État peut le faire, une entreprise peut le faire. Mais la titrisation a permis de briser cette barrière, de surmonter cette barrière. Alors, c'est des techniques financières, et je ne vous donnerai pas le détail. Il y a 4 étapes pour titriser une créance, mais qui passent par la massification des créances, par leur abstraction, par la virtualisation. On est capable de donner une valeur à des bouts de créances. On prend un bout de votre carte de crédit, un bout de prêt automobile, un bout d'hypothèque. On leur donne une valeur en fonction du risque de défaut de paiement, en fonction de la monnaie dans laquelle c'est. C'est-tu une devise canadienne? C'est-tu en fonction de la temporalité? On est capable il y a une valeur au temps de votre prêt en fonction de l'écart de taux d'intérêt. Alors, tout ça, ça fait partie des propriétés qu'on est capable de virtualiser puis d'en faire finalement des bouts et de recombiner finalement à un titre nouveau. Donc, on prend votre relation financière et on a fait un prêt qui rentre en circulation. Comme j'ai dit tantôt, par exemple, Desjardins, tous les hypothèques qui sont garanties par les SCHL depuis les 8 dernières années chez Desjardins sont vendues par la Caisse centrale à Londres, parce qu'il y a un beau marché à Londres pour ça. Et donc, vous pouvez aller, si vous voulez, en acheter même, si vous passez par des fonds spécialisés. Ce qui est important à voir dans cette relation, c'est que du point de vue de si on se place du point de vue d'une lecture fonctionnelle de la finance, le but de la finance, c'est de nous aider à nous endetter, puis de prévenir les investisseurs dans l'endettement contre un risque de porter une de nos dettes. Et donc, titriser, ça permet finalement de répandre le risque, de créer une dispersion du risque optimale qui augmente la capacité
d'accès aux prêts d'un côté, donc qui nous rend la vie plus facile comme emprunteur, et de l'autre côté, qui diminue le risque pour les investisseurs. Ça, c'est la vision très fonctionnelle, là, comment on l'enseigne dans les départements de finances. Et donc, la causalité, elle fonctionne de la manière suivante. On a des dettes, alors on les titrise, et après, bien, ça donne plus de place dans l'économie pour avoir plus de dettes, et donc ça favorise finalement. Mais du point de vue d'un point de vue critique, nous, on fonctionne avec l'idée de la causalité inversée. On se dit, puisque l'oligopole financier, sa façon d'accumuler dans l'économie, donc sa stratégie d'affaires, on pourrait le dire comme ça, pour être moins critique dans le vocabulaire, plus proche du vocabulaire de gestion, sa stratégie d'affaires, c'est de rendre liquide ce qui ne l'est pas. Eh bien donc, on a un potentiel de titrisation, on a des fonds qui sont assoiffés de titres, qui veulent des titres avec des profils X, Y, Z, taux de rendement, degré de risque, temporalité, donc des titres de 2 ans ou des titres de 5 ans ou des titres de 10 ans, peu importe. Donc, on a ce marché. Et là, donc, on le sait. Le marché, il est déjà là. Et donc là, on cherche à endetter du monde pour fournir au marché. Et donc, la stratégie d'une banque, c'est qu'on a ce potentiel de titrisation. Maintenant, comment trouver nos endettés? Comment construire des dettes de manière à pouvoir fournir au marché de la titrisation? Et c'est tout ça le défi. Et donc, les institutions financières se concurrencent sur le marché de l'endettement parce que c'est un actif extrêmement précieux pour eux. Alors, c'est sûr que l'Association des banquiers canadiens peut prendre des positions très fermes sur le surendettement des ménages au Canada en disant « c'est terrible, il faudrait empêcher, diminuer, il faut faire quelque chose ». Ils peuvent faire ça collectivement, mais individuellement, chaque institution financière a intérêt à augmenter systématiquement votre endettement et à trouver des manières de vous endetter de plus en plus, parce que si elle ne le fait pas, elle sait qu'elle va perdre cette part de marché à un concurrent qui va venir vous endetter. Vous avez montré que c'est un problème chez Desjardins. Depuis les années 70, on se pose la question, si on n'est pas là, c'est qui va y aller? Et donc, si collectivement, c'est un vieux problème en économie, là, en théorie des jeux, hein, collectivement, on a tous intérêt à se dire, il y a peut-être on va frapper le mur à un moment donné, mais individuellement, chaque banque a intérêt. Il y a juste une chose qu'elles vont faire, c'est que c'est sûr qu'elles ne vont pas se concurrencer sur le prix de l'endettement. Ça serait la catastrophe. Hein, de se dire, de concurrencer l'autre en disant « je vais baisser le taux d'intérêt ». Non, ça, il ne faut pas. Par contre, on va se concurrencer à la marge sur le look de l'endettement, sur ce à quoi c'est rattaché. C'est-tu rattaché? Alors, on va faire des produits de niche. On va dire, tu t'endettes, mais t'aides l'Amazonie. Tu t'endettes, mais t'aides tu fais du développement international. Tu t'endettes, mais tu accumules des points pour faire un maudit beau voyage dans 10 ans que tu feras jamais parce que tu vas peut-être avoir fait faillite rendu là. 2 minutes, parfait. Donc, du point de vue, c'est là que je voulais atterrir. Alors, il me reste 2 minutes, c'est parfait. Du point de vue, donc, de l'oligopole financier, votre endettement, c'est un actif, c'est un capital. Et donc, le surendettement que nous vivons, ce n'est que le produit d'une stratégie d'affaires qui est viable. Pourquoi? Eh bien, parce que, puis je terminerai sur cette image qui est importante, puis Gérard, je pensais que tu en parlerais, mais les fameux revolvers. Hein, qui est une découverte dans les années 70, la carte de crédit pour le monde bancaire, c'est un poids. C'est un poids parce que, bon, il faut l'avoir parce que les autres banques l'ont, puis quand on a un bon client, on lui donne une carte de crédit, puis on dit « tiens ». C'est un poids, puis les banques américaines disent comment qu'on pourrait faire de ce masse de dette un centre de profit. Et là, il y a un gourou de la carte de crédit dont j'oublie le nom, mais qui est très important dans l'histoire de la carte de crédit, qui dit, écoutez, vous avez une clientèle potentiellement très payante, c'est ce qu'on appelle en anglais les revolvers, ceux qui ne remboursent jamais l'entièreté de leur solde. Si vous êtes capable de faire croître cette population dans votre bassin d'endettés, vous êtes capable d'augmenter, de transformer vraiment votre carte de crédit en centre de profit important. Et c'est là qu'on invente cette idée qu'on va tout mettre en œuvre pour créer des revolvers. Comment? Premièrement, dans la façon dont on vous présente votre facture de carte de crédit, vous ne voyez jamais le solde à rembourser, on vous donne toujours le minimum à payer. Puis on diminue ce minimum-là de plus en plus. Deuxièmement,
on vous fait des offres alléchantes de transfert de solde de crédit. On se demande toujours pourquoi que je reçois d'une banque que je ne connais pas un chèque marqué 10 000 $, mais là, tu vois que ce n'est pas un chèque, c'est une capacité de t'endetter de 10 000 $, puis on vous dit « transférez votre solde à notre banque, puis pendant 1 an, vous payez ce solde-là à 1,4 ». Mais pourquoi? Parce qu'on vous a identifié, peut-être pas encore parce que vous n'avez pas rempli, mais si vous le faites, c'est parce que vous avez un solde. Et si vous avez un solde, vous êtes partie de cette population de surendettés chroniques qui sont extrêmement payants et c'est pour lesquels se concurrencent les banques. Et donc, pour revenir à l'invisible et le visible, puis j'aimerais terminer avec cette image. Notre endettement, pour nous, il est invisible. 2, du point de vue des banques, eux, ce qui est visible pour eux, c'est que nos dettes et notre désir de devenir plus endettés, il est visible, mais ils ne veulent pas voir, donc ils rendent invisible l'endettement total parce qu'ils se disent non. Mais ce qu'ils veulent rendre visible, par contre, et c'est ce qu'ils font, c'est les flux, parce que nous, on ne le voit pas, mais les flux systématiques qui sont ponctionnés sur nos revenus, qui servent à valider ce surendettement, qui est un flux stable, prévisible, et qui est à la base de ces titres qui circulent et qui sont extrêmement payants et dans lesquels nous investissons par le biais de nos fonds. Et donc, ce qui est rendu visible du point de vue de l'oligopole, c'est ces flux du côté de l'endettement et ces flux du côté du placement qui font vivre cette sphère financière hypertrophiée. Puis je termine donc sur une idée, dernière phrase. On présente souvent la financiarisation comme la déconnexion de la sphère financière. Eh bien, c'est la pire des images. La finance tire sa puissance parce qu'elle s'est connectée au cœur de notre économie. Parce que maintenant, quand on va pour acheter quelque chose, on passe par la finance. Quand on va pour épargner, on passe par les finances. Elle a réussi à se connecter dans les lieux les plus intimes de notre économie et se rendre nécessaire à la reproduction de notre économie. Et c'est de là qu'elle tire sa puissance et elle la tire donc en rendant liquide ce qui ne l'est pas. Et c'est face à ça qu'on est. Et donc, cette culture-là, elle est en fait le reflet de cette puissance. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Et j'ai oublié mon chiffre. J'ai oublié mon chiffre. Alors, en 1990, la masse de créances rattachée à la consommation, 25 du salaire dans le PIB. Aujourd'hui, 50 Ça a doublé en 10 ans. Voilà, au Canada. Ça nous ferait un deuxième applaudissement. Non. Est-ce que le PowerPoint est prêt? Parfait. Nous allons pouvoir passer à vous, M. Tremblay-Pépin. Merci. Eh bien, merci, messieurs. Et c'est un peu intimidant, forcément, de se présenter ensuite avec une série de chiffres un peu plats, suite à des présentations aussi engageantes au plan intellectuel et qui posent effectivement la question de la culture de l'endettement comme culture et comme phénomène social, alors que moi, tristement, je vais vous présenter davantage une réalité qui aurait peut-être été une bonne guise d'introduction à notre rencontre, mais néanmoins, allons-y, et puis ça me permettra peut-être de faire des liens avec ce qui a été présenté. On m'a demandé de me concentrer, entre autres, sur l'endettement étudiant. On parlait d'invisibilité. Si on trouve que l'endettement est invisible au Québec et au Canada, s'il y en a un qui est particulièrement invisible, c'est bien l'endettement étudiant. Je vous donne un exemple, l'aide financière aux études du Québec, que certains d'entre vous connaissent comme je la connais, c'est-à-dire assez bien. Eh bien, vous saurez qu'il publie des statistiques, l'AFE, et dans ces statistiques, il est impossible de savoir le montant total des prêts étudiants qui sont empruntés par les étudiants et étudiantes du Québec. Donc, ça vous donne une mesure de l'invisibilité de la question des prêts étudiants. Néanmoins, il y a quelques données, je vais les partager avec vous et je vais essayer de les placer dans un certain contexte. Première question donc qu'on pourrait se poser, les étudiants et étudiantes sont-ils endettés au Québec? Bien, évidemment, quand on regarde au Québec par rapport au Canada, si on se fie aux chiffres de la Fédération des étudiants universitaires du Québec, la FEUC, on serait dans un endettement d'à peu près 14 000 $ par personne. Au Canada, si on exclut le Québec, ça tourne plutôt autour de 25 000. Alors, on pourrait se dire, ça va relativement bien. Il y aura de toute évidence pas de hausse majeure des frais de scolarité à cause des événements que vous connaissez. Et on pourrait donc penser que ça n'ira pas en augmentant de façon exponentielle dans les prochaines années, comme on aurait pu le penser suite à la proposition du gouvernement libéral. Néanmoins, y a-t-il croissance de l'endettement au Québec et au Canada? Au Québec,
Impossible de le dire, des chiffres longitudinaux ne sont pas disponibles, l'invisibilité oblige. Il est difficile de le savoir. Au Canada, on le sait un peu plus. Alors, je vous présente ici quelques données. Elles sont éparses parce qu'on n'a encore là pas d'études stables sur cette question du côté de Statistique Canada. Il y en a eu pendant quelques années. C'était l'enquête nationale auprès des diplômés que Statistique Canada faisait, qui est maintenant fermée. Je ne sais pas si vous savez, mais à Statistique Canada, on ferme des études ces temps-ci plutôt qu'on en ouvre. Alors, elle est fermée depuis un bout. On voyait que depuis 90, c'était passé de 45 de taux d'endettement d'incidence de la dette jusqu'à 54 Donc, il y avait eu effectivement une croissance au Canada. On le remarquait aussi du côté du sondage triennal du Consortium canadien de recherche sur les étudiants universitaires. On voyait une légère croissance des dettes de 2000 à 2009. Donc, oui, il y aurait une croissance des dettes chez les universitaires. Pour les étudiants et étudiantes canadiens, on a le montant total des dettes. On est rendu à 13 milliards de dollars d'endettement étudiant du côté du Canada. C'est impossible de le savoir, comme je vous le disais, du côté du Québec. Mais oui, on voit une croissance. En fait, ça représente là, de 2000 à 2010 une croissance de 45 de l'endettement des étudiants et étudiantes. Donc, il y a une croissance importante. Le gouvernement du Canada, on pourrait se demander, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il se lance dans l'endettement de ses étudiants? Surtout que c'est lui qui prête l'argent. Contrairement au Québec, le Québec, vous le savez peut-être, en fait, si vous êtes endetté, vous le savez certainement, le Québec a un système particulier. Il vous émet un certificat qui vous permet d'aller voir une institution financière où le gouvernement dit substantiellement à l'institution « Je vais garantir que cet étudiant, cette étudiante va rembourser son prêt, sinon je m'emporte l'assureur de dernière instance ». Tout ça est bel et bon jusqu'à ce qu'on sache que pendant le temps que le gouvernement vous empêche de payer des frais d'intérêt, eh bien, c'est lui qui les prend à sa charge. Donc, les banques québécoises, en majorité le Mouvement Desjardins, à 60 le Mouvement Desjardins, reçoivent des prêts, des montants d'intérêt du gouvernement qui s'élèvent, dépendant des années, entre 30 et 80 millions de dollars par année qui sont versés aux institutions financières pour des prêts qui sont entièrement garantis par le gouvernement, donc pour lesquels ces institutions ne prennent strictement aucun risque. Et ensuite, évidemment, bien, vous, comme étudiants et étudiantes, vous avez à les payer pendant 10 ou 15 ans, une dizaine d'années en moyenne, là, selon les statistiques à cet effet. Dans quel contexte cet endettement étudiant advient? Bien là, c'est un peu imbécile de ma part de poser cette question après les présentations que vous avez eues. Néanmoins, passons rapidement sur quelques données. L'endettement des ménages est pire que ce qu'on aurait pu penser, c'est-à-dire jusqu'à tout récemment, on pensait qu'on tournait autour de 120 d'endettement au Québec, ça, c'est-à-dire, pour vous faire un chiffre facile, pour chaque dollar de revenu annuel, vous avez 1,20 $ de dette. Mais finalement, on s'est rendu compte que Statistique Canada s'était légèrement trompé dans ses calculs, ce qui n'est pas très fréquent, mais c'est arrivé. On est plutôt à 140 % de dette au Québec et à 160 % de dette au Canada. C'est des niveaux qui sont jamais atteints. Vous le voyez avec la courbe que je vous présente depuis 82, mais en fait qui n'ont jamais été atteints depuis 40 ans. Pourquoi depuis 40 ans? Pas tant parce qu'avant, c'était plus élevé, c'est juste qu'on prend des stats sur cette question-là depuis 40 ans. Donc, on atteint un sommet jamais atteint en termes d'endettement des ménages au Québec et au Canada. Vous voyez ici la dette totale en fonction du revenu après impôt. Effectivement, il est difficile de trouver, comme le mentionnait plus tôt mon collègue, il est difficile de trouver un indicateur particulier pour situer quel est l'endettement. Ici, je vous le fais par décile. La dette par rapport aux revenus après impôt. Vous avez ici les différents déciles de la population, donc les 10 déciles des plus riches, des plus pauvres, pardon, le décile 1 au plus riche. On pourrait se dire, l'endettement au Québec et au Canada, c'est quelque chose qui est particulièrement le cas des plus riches. C'est ceux-là qui ont le plus de dettes. Et ils les ont à cause de la surconsommation. Eh bien, c'est une théorie avec vous que j'aimerais attaquer assez frontalement pour vous dire en fait que les gens les plus endettés sont davantage les plus pauvres et que ce ne sont pas nécessairement les gens les plus endettés qui sont le plus dans la surconsommation. Ça va être l'objet des prochaines diapositives. Premièrement, je vous présente en quintile cette fois-ci, donc en tranche de 20 vous avez le quintile le plus bas
le quintile inférieur, donc le 20 le plus pauvre de la population, vous voyez que la part de son revenu avant impôt, que représentent ses dépenses, est de loin supérieure à son revenu. Donc, 130 de son revenu est en dépenses. Donc, à chaque mois, ce quintile-là, ces 20 de ménages-là, dépensent davantage que l'argent qu'ils font. Même si, au total, si on revient à ce que je vous présentais tantôt, quand vous regardez le 10e décile, on dirait qu'ils sont très, très endettés, donc ils dépensent beaucoup. Mais quand vous regardez les 20 les plus riches, eux, ils arrivent bien. C'est-à-dire qu'il y a encore une bonne marge de 20 d'argent qui est de lousse et qu'ils peuvent épargner ou qu'ils peuvent investir éventuellement pour leurs revenus. Donc, il y a ici une situation qui est toute particulière à ces déciles-là, c'est-à-dire que c'est les plus pauvres qui ont davantage de problèmes en termes d'endettement. Ici, je vous passe la question des faillites. Mais comment ces gens-là s'endettent-ils? On pourrait penser, comme je vous le disais tantôt, que c'est la surconsommation. Prenons ce premier quintile, le quintile le plus pauvre, et voyons voir s'ils surconsomment effectivement. On nous dit généralement, ces gens-là, on le sait bien, ils s'achètent ici des iPads, là, du tabac, de la bière, etc. Eh bien, en fait, quand on regarde la population la plus pauvre au Canada, elle prend le 2/3 de ses revenus pour l'alimentation, le logement, le transport, les impôts, les soins de santé et l'éducation. On n'est pas dans les dépenses les plus frivoles qui soient. Quand on va vers les jeux de hasard, donc la loterie, la 649, etc., et quand on regarde les produits de tabac et les boissons alcoolisées, ça correspond ensemble à moins de 5 de leurs dépenses. Et quand on regarde, là, évidemment, tous les produits de communication et tout ça, on est à 3 ou 4 de leurs dépenses, là encore. Donc, la surconsommation n'est pas beaucoup dans ces ménages. Regardons un petit tableau ici. Si on prend donc le 20 le plus pauvre et qu'on l'oppose au 20 le plus riche, qui dépense dans les objets de luxe? Alors, dans les jeux de hasard, par exemple, pour une année, le quintile inférieur, en moyenne, va dépenser 85 $ dans les jeux de hasard. Du côté du quintile supérieur, on parle de 623 $. Donc, si vous voulez savoir qui va jouer au casino, vous le savez. Même chose avec les restaurants, 638 $ par année pour les plus pauvres, 3200 $ pour les plus riches. Et pour ce qui est des Sea-Doo et autres véhicules de plaisance, 73 $ en moyenne par année. Ça ne vous fait pas beaucoup de Sea-Doo à la fin de l'année. Et 3 923 $ pour le quintile supérieur. Donc, vous avez là une série de chiffres que je ne vous énumérerai pas. Mais vous voyez donc que la surconsommation n'est pas le fait de ceux qui s'endettent le plus. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait donc qu'ils s'endettent? La réponse est... Ah oui, puis comment ils s'endettent? D'ailleurs, ça, c'est assez intéressant. On revient aux étudiants et étudiantes. Vous voyez les petites tranches de rose, de lilas, dirons-nous ici. Eh bien, ça, c'est les dettes en prêt étudiant. Vous voyez, dans le premier décile, le 10 de la population le plus pauvre, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de lilas. Mais quand vous avancez vers le 10e décile, le 10 de la population le plus riche, eh bien, je ne sais pas si juste en dessous du rouge, vous voyez une fine ligne de lilas. Eh bien, ça correspond à leur endettement étudiant. Donc, qui a de l'endettement étudiant important comme ménage? Eh bien, ce sont les plus pauvres. Et plus vous avancez dans les classes sociales, en fait, dans les tranches de revenus, là, ce ne sont pas des classes sociales, loin de là, des strates. Je me surveille, il y a des professeurs à côté de moi. Plus vous avancez, évidemment, plus les dettes étudiantes ont moins d'importance dans l'endettement des gens. Et c'est plutôt, si vous regardez le 10e décile, c'est l'hypothèque autre, parce que hypothèque domicile principal, c'est le vert pâle, et hypothèque haute, c'est le vert encore plus pâle. Et donc, c'est l'hypothèque pour la deuxième résidence, donc qui prend beaucoup plus d'espace que les dettes étudiantes. Vous voyez donc qu'il existe là deux univers assez distincts. Pourquoi faut-il endetter les étudiants? On nous donne 3 arguments centraux qui justifient l'endettement des étudiants. Bien, premièrement, on vous dit que c'est une économie du savoir. Vous avez besoin d'avoir des diplômes pour pouvoir y participer. Alors, il nous faut augmenter les frais de scolarité, rendre l'université attrayante avec un ensemble de disponibilités techniques dans ses locaux
plan marketing. On l'a publié dans une étude récente. En fait, quand on vous parle de la qualité de l'éducation, on vous parle surtout de branding des universités, donc de transformer une université en quelque chose de très cool. À l'Université Laval, je constate que ça va bien du côté du branding. Il y a même des jolies petites carafes avec le logo de l'université dessus. Alors, et j'ai constaté qu'il y avait même une boutique qui nous offrait tous les manteaux du Rouge et Or dans tous les formats possibles et imaginables. Alors, je vous invite à y passer par la suite. Donc, il y a donc cette idée d'un branding pour rendre l'université populaire, attrayante, pour inviter les gens à payer davantage. Pourquoi payer davantage? Parce que c'est l'opportunité pour les individus, mais aussi pour la société, d'accumuler du capital humain. Je ne vous ferai pas l'historique du capital humain en 3 minutes. C'est une thèse développée par un certain M. Becker, mais qui avait été préalablement pensée par un certain Joseph Staline, dont je ne ferai pas l'histoire non plus. Cette idée est toute simple, c'est qu'il faut investir dans les individus, leur savoir, leurs compétences sont en fait le socle même du développement de l'économie. Et si vous investissez dans votre propre capital humain, dans votre moi Inc., si je peux dire, d'ailleurs, à l'Université d'Ottawa, on ne se gêne pas pour le dire, le slogan étant « I invest in myself », donc j'investis dans mon moi-même. Quand vous investissez ainsi, eh bien, c'est le meilleur pari pour pouvoir avoir un bon retour sur l'investissement. D'ailleurs, le rapport Montmarquette, qui suggérait la hausse des frais de scolarité, vous fournissait une longue liste des départements où aller étudier pour faire le plus de cash possible ensuite. Donc, quand vous allez à l'université, en fait, vous pensiez que vous y alliez par goût, mais en fait, c'est juste un placement que vous êtes en train de faire dans les frais de scolarité. Donc, investissez au bon endroit. Allez tous en médecine vétérinaire. Quelle organisation profite de cet endettement? Bien là, je vais vous surprendre. Il s'agit évidemment des institutions financières. Vous avez ici le profit des 6 banques canadiennes les plus grandes, Desjardins n'étant pas du lot, donc avec la Banque nationale comme seule institution québécoise, parce qu'il y en a une qui s'appelle la Banque de Montréal, là, mais c'est pas vrai. Hein? Bon, en tout cas, passons. Et d'ailleurs, son président, L. Jacques Ménard, je ne sais pas pourquoi ce monsieur-là, lui, il y a une lettre avant son prénom, mais en tout cas, L. Jacques Ménard, vous fait la promotion de la littératie financière à grand renfort de publicité et tout ça, mais participe activement à faire que sa banque et ses consoeurs fassent 30 milliards de profits par année et, apprenait-on, se verse, en plus de ces 30 milliards de profits, 10 milliards de profits à ses cadres et employés. Donc, vous voyez les masses d'argent disponibles dans ce secteur-là. Bon, ici, j'avais les actifs liquides, mais je vais me passer de ça. Qui profite du fait que les banques font de l'argent? Parce qu'une fois qu'on a dit les banques font de l'argent, ça a l'air un peu abstrait. On voit des entités financières qui flottent dans les airs et tout ça. Mais il y a des gens qui ont des actions, puis il y a des gens qui n'en ont pas. Voici ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Ça va vous étonner. Donc, le décile le plus pauvre, hein, celui qui a seulement les 10 % les plus pauvres, eh bien, vous voyez, là, peut-être que vous êtes capable de distinguer qu'il y a quelques mini-colonnes qui traînent là, près de la barre du zéro. Et le décile le plus riche, les 10 % les plus riches, eh bien, il possède en fait 80 % des actifs financiers. Donc, quand les banques font de l'argent, il y a des gens en arrière des banques qui font de l'argent. Ces gens-là font partie du 10 % le plus riche. Quand on vous dit l'économie financière s'est démocratisée, tout le monde peut participer à l'économie financière, c'est probablement vrai en termes d'investissement, c'est-à-dire que beaucoup de salariés y participent au terme d'investir à travers leurs fonds de pension et tout ça, mais en termes de rendement, en termes d'actions, en termes d'obligations et tout ça, ça se concentre bien davantage du côté du 10 % le plus fortuné. Évidemment, bien, ça nous pose la question de qui sont ces gens-là, le 1 % le plus riche de notre population. Vous le voyez dans une étude toute récente de M. Nicolas Zorn, est passé en 1973 à détenir à peu près 8-9 % de la richesse produite au Québec. Il était en 2009 en train de s'approcher du 12 % de cette richesse. Donc, alors qu'il s'était maintenu relativement bas pendant la décennie 70, au cours de la décennie 80 et 90 et surtout de la décennie 2000, sa capacité à concentrer la richesse entre ses mains, à ce 1 % le plus riche dont on a beaucoup parlé, s'est beaucoup améliorée. Alors,
voilà pour moi, vous avez rapidement un profil de cette société d'endettement et je vous dirais que ce qui est particulier de la question de l'endettement des ménages dans son invisibilité, c'est aussi son invisibilité dans l'espace public. C'est-à-dire que quand on va dans l'espace public, on dit « c'est inquiétant l'endettement des ménages », eh bien, étonnamment, il sort quelques mois ou quelques semaines plus tard un papier de la Banque nationale ou un papier de la CIBC pour dire « oui, ça a augmenté, mais c'est pas si mal que ça, les gens ont encore des actifs, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir ». Je vous signale qu'en ce moment, au Canada, on est à un taux d'endettement qui est le plus élevé parmi les pays développés. Alors, si ça, c'est pas inquiétant, je me demande quelle est la ligne au moment où on va pouvoir dire « oui, c'est inquiétant ». On est à 160 %. Juste avant la dernière crise, les États-Unis étaient à 165 %. Donc, quand on va passer ça, là, on va pouvoir s'inquiéter. En tout cas, bref, je vous laisse sur ces bonnes réflexions. Merci de m'avoir écouté.